Série de conférences de la JICA sur l'expérience japonaise de développement à ce jour. En accord avec l'agenda mondial de la JICA, des stratégies de coopération via les enjeux de développement. Comment l'agriculture japonaise a-t-elle contribué à la sécurité alimentaire et à la vie rurale en réponse à l'évolution de l'économie et de la société ? Depuis la formation du Japon comme nation moderne à la fin du XIXe siècle, l'agriculture japonaise a connu un développement rapide. Aujourd'hui, je vais parler de deux rôles clés joués par le secteur agricole japonais au cours des 150 dernières années. Ces rôles clés sont la sécurité alimentaire et l'économie agricole rurale. J'espère que vous pourrez tirer quelques leçons de la conférence de ce jour puisqu'on retrouve ces deux rôles clés de l'agriculture dans pratiquement tous les pays. Première partie, la sécurité alimentaire. Il est généralement connu que les habitudes alimentaires d'une nation observent une transition générale allant d'une phase à dominante céréalière à une phase de diversification alimentaire puis à une phase plus riche en matières grasses et en produits d'origine animale. Le Japon a également suivi des phases similaires. La politique agricole a soutenu chacune des phases de transition. Dans cette section, je me concentrerai sur la première partie, la phase à dominante céréalière, comment le Japon a réussi à accroître rapidement sa production de riz pour assurer la sécurité alimentaire. Il existe une tendance historique à l'accroissement de la productivité agricole. Comme vous pouvez le voir, le rendement en riz s'est amélioré de façon continue sur une période de plus de 1000 années. Cependant, vous pouvez observer une accélération de cette amélioration à partir de la fin du XIXe siècle. C'est le moment où le Japon s'est transformé pour devenir une nation moderne. Les autres pays d'Asie ont vu aussi leur rendement en riz s'accroître rapidement, c'est ce que l'on a appelé la révolution verte. Cependant, dans le cas du Japon, ce phénomène s'est produit 100 ans plus tôt et le rendement a atteint 4 tonnes par hectare. Je vais expliquer la façon dont ceci s'est passé en divisant la période en deux phases, la modernisation initiale et la reprise d'après-guerre. La modernisation initiale. À partir de la mise en place au Japon d'un nouveau système gouvernemental à la fin du XIXe siècle, la stratégie clé de développement a été de moderniser le pays en introduisant les technologies et les systèmes de l'Occident. Néanmoins, les technologies agricoles développées pour des systèmes agricoles différents basés sur le blé et le bétail et évoluant dans des environnements différents ne correspondaient pas au système agricole japonais en l'état. De ce fait, le Japon a adopté une autre approche consistant en l'utilisation des technologies locales développées par les agriculteurs. Les trois technologies phares de cette période ont été les variétés à haut rendement, les engrais organiques et le travail du sol par le cheval, technologies qui ont été introduites par les agriculteurs ruraux les plus avancés. La promotion de ces technologies s'est faite d'agriculteur en agriculteur par l'intermédiaire d'ateliers régionaux mis en place par le gouvernement. C'est là que les agriculteurs ruraux les plus avancés ont pu échanger les variétés et technologies supérieures qu'ils avaient développées. Cette approche a été efficace parce que durant l'ère féodale, le Japon était divisé en environ 300 petits territoires appelés Han et que la communication étroite entre Han était restreinte. Après l'intégration de ces Han dans un système national moderne, il devint possible d'appliquer les technologies avancées mises au point dans une région donnée dans d'autres régions. Là fut la source du développement initial. La promotion des technologies avancées développées par les agriculteurs a contribué à élever le niveau des technologies agricoles à l'échelle nationale pendant environ 4 décennies. Après cette période, une nouvelle vague de technologies est apparue, technologies développées sur la base des technologies occidentales modernes. Comme mentionné, les technologies modernes introduites de l'Occident n'ont pas fonctionné telles quelles. Pour cette raison, le gouvernement a investi dans un réseau national de stations d'expérimentation agricole permettant de les tester et de les adapter au système agricole japonais. Bien que cela ait pris plusieurs décennies, une diffusion graduelle des technologies modernes a pu finalement commencer. La reprise d'après-guerre.
L'amélioration de la productivité agricole s'est arrêtée lorsque le Japon est entré dans la période de guerre. La productivité agricole a stagné. Juste après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est trouvé confronté à une sévère situation de famine, principalement dans les zones urbaines. Mais le Japon a réussi à se remettre de cette situation en 5 ans grâce à un développement rapide et spectaculaire de la productivité. Cet objectif a été atteint grâce à plusieurs actions clés. En premier, par le biais d'un programme de réforme foncière qui a permis aux fermiers pauvres d'acquérir leurs propres terres, ce qui les a considérablement motivés à investir dans la productivité. Ensuite, compte tenu de la grave pénurie de ressources publiques, les investissements publics ont été strictement priorisés. Dans le cas de l'agriculture, les investissements ont été limités à la production d'engrais chimiques et à l'exploitation des terres agricoles des régions nord. L'exploitation des terres agricoles des régions nord exigeait une combinaison de technologie et d'investissement. Comme vous le savez, le riz est originaire du sud-est de la Chine, région dont l'environnement est subtropical. Cela signifie qu'un climat froid ne convient pas au riz. L'expansion de la riziculture dans le nord du Japon nécessitait donc des innovations techniques. Cet objectif a été atteint grâce à une utilisation combinée de variétés tolérantes au froid et de pépinières protégées du froid. La promotion de cette technologie a permis la riziculture dans le nord du Japon en association avec d'importants investissements dans le domaine de l'irrigation dans les préfectures du nord du Japon. Grâce à des efforts conjugués, la productivité du riz japonais a de nouveau augmenté de façon spectaculaire et l'état de famine a pu disparaître au bout de 5 ans. La JICA soutient actuellement la riziculture en Afrique avec pour objectif de doubler la production sur la base de sa riche expérience en matière d'amélioration de la productivité rizicole. Deuxième partie, économie agricole rurale. J'aborde maintenant le deuxième thème, à savoir l'amélioration de l'économie agricole rurale. Avant de passer à l'expérience japonaise, il est important de comprendre les grandes lignes du développement économique et de l'agriculture. La production et les ventes sont une source majeure de croissance économique dans le domaine de l'agriculture. La production est étroitement liée à la technologie et à l'environnement, tandis que les ventes sont davantage liées à la demande des consommateurs. Dans la phase initiale du développement économique, les dépenses alimentaires occupent une place prépondérante dans l'économie des ménages, en particulier la part des aliments de base est relativement élevée. L'intérêt majeur des consommateurs se porte à ce stade sur l'obtention d'aliments de faible prix. À mesure que les revenus augmentent, la part des dépenses alimentaires diminue rapidement, ainsi qu'à l'intérieur de celle-ci, la part des dépenses hors aliments de base. À ce stade, la préférence des consommateurs passe rapidement des aliments de base aux aliments diversifiés. À mesure que l'économie se développe, les dépenses alimentaires ne constituent plus un problème majeur. Les consommateurs commencent à penser davantage à la qualité qu'au prix, car le prix des denrées alimentaires ne joue plus un rôle important dans l'économie des ménages. Lorsque nous revenons rétrospectivement sur l'histoire du développement agricole du Japon, nous réalisons que l'agriculture japonaise a également suivi les mêmes étapes de développement que celles que je viens d'expliquer. Jusqu'au début des années 1960, la préférence des consommateurs se portait sur le riz à bas prix et la stratégie marketing était donc assez simple, il fallait produire plus de riz. Ensuite, les préférences des consommateurs ont rapidement évolué après les années 1960 pour se tourner vers une alimentation diversifiée. La stratégie du secteur agricole au cours de cette période a été d'améliorer les revenus agricoles pour une diversification des cultures. Après les années 1990, en raison de la diversification des cultures et de l'augmentation des importations alimentaires due à la libéralisation du commerce, le marché alimentaire de tous les produits de base s'est retrouvé saturé. Le secteur agricole devait trouver un moyen d'améliorer son économie. Je vais maintenant expliquer ces 3 phases plus en détail. En premier, la phase du riz dominant. Jusqu'aux années 1960, date à laquelle l'offre de riz a atteint une quantité suffisante pour répondre à la demande nationale, le riz avait été la principale source de revenus du secteur agricole. Les gens avaient envie de manger plus de riz. En outre, le système public d'achat et de distribution du riz garantissait aux riziculteurs l'existence de circuits de commercialisation.
Pour cette raison, l'augmentation constante de la productivité du riz a directement contribué à celle du revenu agricole. En deuxième arrive la phase de diversification des cultures. Le Japon a connu un développement économique rapide dans les années 1960 et 1970. Cette période a eu deux grands impacts sur l'agriculture et la société rurale. Le premier a été l'apparition d'une disparité croissante entre les zones rurales et urbaines, ou entre l'agriculture et la non-agriculture. Une grande partie de la population rurale, en particulier la jeune génération, s'est déplacée vers les grandes villes pour des emplois non agricoles. Le deuxième a été un changement rapide du régime alimentaire. Les gens ont commencé à consommer des aliments plus diversifiés, incluant la viande, les produits laitiers, les fruits et les légumes, à mesure de l'augmentation du revenu des ménages. En réponse à cette situation, la priorité absolue dans le secteur agricole au cours de cette période a été fixée sur l'objectif comment combler le fossé entre rural et urbain ou entre agriculture et non-agriculture. Un certain nombre d'interventions ont été faites et finalement 3 changements ont contribué à combler l'écart marqué existant. Premièrement, l'amélioration des revenus grâce à la diversification des cultures. Deuxièmement, la politique de stabilisation des prix des produits agricoles. Et troisièmement, la diversification des revenus grâce au secteur non agricole. En raison de la croissance rapide des revenus combinés à la stabilité de l'approvisionnement en riz, les souhaits de la population en matière de régime alimentaire ont commencé à se transformer pour passer de comment remplir un estomac affamé à comment profiter d'une variété d'aliments délicieux. En réponse à ce changement, les zones agricoles rurales ont essayé de transformer leur production agricole de la monoculture du riz à une polyculture diversifiée incluant fruits, légumes et bétail. La stratégie de base incluait alors une programmation des cultures sur la base de l'information en provenance des marchés, une fourniture de services publics en matière de technologie, un accès au financement pour l'introduction de nouveaux produits et une autonomisation des coopératives agricoles pour assurer l'échelle de leur économie. Certaines des expériences réalisées durant cette période ont été mises en pratique dans un certain nombre de programmes de la JICA, tels que Un village, un produit, au VOP, ou Projet d'autonomisation et de promotion des petits exploitants horticoles, CHEP. J'ai expliqué précédemment comment le revenu agricole augmentait en raison de la diversification des cultures. Toutefois, il restait une question importante en suspens. Malgré les progrès réalisés dans la diversification des cultures, la grande majorité des agriculteurs japonais étaient encore des producteurs de riz. Étant donné que la demande des consommateurs s'éloignait du riz pour aller vers des types d'aliments plus diversifiés, on s'attendait à ce que le prix du riz à la consommation diminue rapidement. Sur la base de liens politiques étroits existants entre le syndicat agricole et le parti politique au pouvoir, on a maintenu la politique de soutien des prix et d'attribution de diverses subventions. À court terme, ce soutien gouvernemental a contribué à l'amélioration du revenu agricole. Toutefois, à moyen et à long terme, elle a entravé les réformes structurelles visant à renforcer la compétitivité de l'agriculture japonaise et la dépendance de ces riziculteurs non compétitifs vis-à-vis du gouvernement s'est encore accrue. Avec en toile de fond la migration rapide des zones rurales vers les zones urbaines, le gouvernement a encouragé la mécanisation pour compenser la diminution de main-d'œuvre disponible. En outre, tirant parti de cette migration, le gouvernement a essayé de promouvoir le remembrement des exploitations agricoles pour permettre le développement d'une agriculture à grande échelle. L'expansion rapide de la riziculture mécanisée a considérablement réduit la charge de travail du riziculteur moyen, de sorte que la culture d'une rizière d'un hectare pouvait se faire en travaillant 1 jour par semaine. Cela permit aux riziculteurs ruraux d'occuper des emplois non agricoles 6 jours par semaine, tout en se consacrant à la riziculture uniquement durant le week-end. Dans les années 1980, près de 90% des agriculteurs japonais étaient des agriculteurs à temps partiel. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, bien que le revenu agricole ait augmenté régulièrement au cours des années 1970, le taux d'augmentation des revenus non agricoles a été beaucoup plus élevé. En conséquence, les revenus non agricoles sont maintenant la principale source de revenus des agriculteurs ruraux.
Contrairement aux attentes du gouvernement, ces agriculteurs à temps partiel ne se sont pas séparés de leurs terres agricoles. En conséquence, alors que c'était pour le gouvernement une étape clé de l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture, le remembrement des terres n'a pas eu lieu. En troisième, enfin arrive la phase de saturation du marché. Après les années 1990, le marché alimentaire japonais est entré dans une nouvelle phase intitulée l'ère de saturation du marché alimentaire. En raison de la diversification des cultures, combinée à l'augmentation des importations alimentaires et au développement de l'industrie alimentaire, il n'y avait plus qu'assez de produits alimentaires diversifiés présents sur le marché. Une augmentation de la production n'a plus de sens en matière de génération de revenus car les marchés sont déjà saturés. Comme le montre le diagramme à barres, la production agricole brute reste au même niveau que celle des années 1970, et ceci même au bout de 30 années. Vous pouvez également constater que malgré la stagnation de la production des matières premières, la croissance globale de l'industrie alimentaire est stable en raison de la croissance des activités de transformation des aliments, de distribution alimentaire et de restauration. Une solution possible que tente d'introduire l'agriculture rurale est l'intégration de ces secteurs en croissance dans le système alimentaire. La sixième industrie est un essai d'industrie dans le secteur agricole rural, incluant la restauration ou la transformation agroalimentaire. En d'autres termes, il s'agit d'intégrer industries primaires, secondaires et tertiaires dans les zones agricoles rurales. Un certain nombre d'activités sont en cours avec introduction d'installations de transformation agroalimentaire, de restaurants utilisant des produits alimentaires produits localement en combinaison avec le tourisme, etc. Conclusion et leçons à tirer. L'agriculture japonaise s'est développée à partir de la formation au Japon d'une nation moderne à la fin du XIXe siècle. Elle a elle aussi été confrontée à des défis, notamment ceux d'une concurrence mondiale accrue et d'une société rurale vieillissante. De l'expérience japonaise, nous pouvons tirer quelques leçons qui pourraient s'avérer utiles à d'autres pays. Tout d'abord, l'existence d'une phase de développement basée sur le soutien public. L'objectif clé de l'agriculture s'est transformé en passant par plusieurs étapes, à commencer par l'objectif d'une production accrue de riz comme aliment de base, suivi par celui d'une production agricole diversifiée pour de meilleurs revenus, pour atteindre enfin celui d'une amélioration de la valeur de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Le facteur clé a été la nécessité de changement de la part des consommateurs et des zones rurales en fonction du stade de développement et la mise en place de politiques gouvernementales soigneusement adaptées à l'évolution de la situation. En second lieu, l'importance de la propriété des terres par l'agriculteur. La phase initiale de développement s'est appuyée sur les technologies développées par les agriculteurs et sur leur volonté de partager avec d'autres les meilleures technologies. La réforme agraire a été également un bon moyen d'inciter les agriculteurs à investir dans leurs propres terres agricoles et dans les technologies. Le soutien des coopératives agricoles a également permis aux agriculteurs d'être autonomes et d'exercer une activité économiquement viable. L'investissement public dans l'agriculture est devenu efficace et durable lorsqu'il a été combiné avec une propriété des exploitations revenant aux agriculteurs. En troisième lieu, le rôle des secteurs publics et privés et les relations entre eux. Au stade initial du développement, le soutien public a été essentiel en matière de développement technologique et d'infrastructures de base. Toutefois, avec le développement de la chaîne de valeur alimentaire, le rôle du secteur privé a pris une place plus importante. Un soutien excessif, tel que celui de la politique d'achat du riz, politique qui a affaibli le lien entre production et marché, a entravé le sain développement de la chaîne de valeur. Toute politique doit être soigneusement conçue en prenant en compte le développement de la chaîne de valeur. Le Japon s'est modernisé à partir d'un contexte non occidental pour établir une nation libre, démocratique, prospère et éprise de paix. En ce sens, le Japon est aujourd'hui l'un des meilleurs modèles de développement pour les pays et régions en développement. De plus, le Japon a contribué à la croissance économique dans de nombreux pays développés, notamment en Asie.
Par conséquent, nous souhaitons partager avec vous les expériences uniques de la modernisation du Japon qui sont différentes de celles des pays occidentaux et la coopération avec les pays en développement à travers ce support vidéo. Cette série de vidéos fournit un résumé exhaustif au moyen de questions de développement en accord avec la gamme de stratégies de coopération de la JICA appelée l'Agenda mondial de la JICA.